l'année 2023-2024. Je suis Sonia Fauchereau, directrice des formations d'Iris Sup. C'est avec une immense fierté et un peu d'émotion que je prends la parole devant vous ce soir pour ce moment central, ce moment privilégié dans la vie de l'école et dans votre vie aussi. La remise des diplômes est un moment suspendu où nous célébrons votre engagement, votre persévérance et votre réussite. Pour nous accompagner tout au long de cette soirée, nous accueillons le journaliste Pierre Aski. Monsieur Aski, nous vous remercions chaleureusement d'avoir accepté d'être le parrain de cette promotion. Chers certifiés, donc aujourd'hui l'aboutissement de plusieurs mois d'efforts, d'apprentissage et de sacrifices. Vous êtes ici parce que vous avez validé une certification professionnelle reconnue par l'État à un haut niveau d'exigence et de qualification. Votre réussite est d'autant plus méritoire que beaucoup d'entre vous ont suivi ce parcours en alternance ou alors pour les stagiaires de la formation continue en parallèle de votre activité professionnelle. Encore bravo. Prenez un instant pour réaliser ce que vous venez d'accomplir et profitez de cet instant pour remercier ceux qui vous ont accompagné dans cette aventure. Donc, évidemment, le personnel de l'école, vos intervenantes et vos intervenants, mais surtout votre famille, vos amis, vos camarades qui ont été présents et qui vous ont soutenu, ont traversé cette aventure avec vous. Merci à tous de vous tenir encore aujourd'hui à leur côté. Chers analystes en stratégie internationale, chers managers de projets internationaux, vous allez évoluer dans un nouveau monde, un monde où l'équilibre des forces change, les enjeux se multiplient, les défis à relever sont plus grands et plus nombreux que jamais. Ces derniers mois, vous avez été formés à être des voix de raison, à éclairer des décisions. Donc n'ayez pas peur d'agir, n'ayez pas peur d'aller de l'avant, de repousser vos limites, de sortir des sentiers battus, de dépasser votre zone de confort et offrez toutes ces connaissances et toute cette détermination au monde, à votre monde. Au nom de toute l'équipe pédagogique et de l'équipe de l'école, je vous félicite une nouvelle fois pour votre réussite et nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Pascal Boniface. Bonne soirée. Bonsoir à tous, merci de votre présence. C'est une soirée qui compte pour vous les étudiants, parce que vous allez recevoir votre diplôme, puis après le gala bien sûr, et c'est vraiment un moment toujours particulier, et je sais que vous tenez à ce moment de passage un peu. C'est bien sûr une journée qui compte pour vos parents qui vous accompagnent, parce qu'ils vous ont aussi accompagné dans vos études, et c'est une source légitime de fierté, parce que ce diplôme, il n'est pas donné, il est acquis, et vous avez travaillé dur pour l'obtenir, et donc bravo et félicitations pour vous. Et puis c'est aussi une journée spéciale pour toute l'équipe pédagogique de l'IRIS, autour de Sonia Fauchereau et toute l'équipe de l'IRIS, les profs, la com, les différents étages, l'ensemble des 50 collaborateurs de l'IRIS. Nous sommes le seul think tank qui a eu l'école, ou la seule école qui est liée à un think tank, et c'est ce qui fait notre spécificité, ce qui fait notre force, et ce qui fait effectivement qu'on essaie de vous donner une formation professionnalisante qui s'éloigne des théories, mais qui reste quand même exigeante dans la formulation et qui vous permet effectivement d'avoir un travail. Et puisque l'actualité nous a rattrapés, nous n'appartenons à aucun groupe, nous ne sommes pas au groupe Galiléo, et donc on peut vraiment se dévouer aux étudiants. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui seront diplômés, une nouvelle étape de votre vie commence. C'est fini le relatif confort de la vie étudiante, vous allez rentrer dans la vie professionnelle. Ayez confiance parce que les statistiques et les exemples montrent que les diplômés de l'IRIS n'ont pas de difficulté à trouver un emploi, mais effectivement, eh bien, il faut rentrer. Alors pour ceux qui sont en alternance, c'est plus facile, mais pour les autres, c'est plus nouveau. Et donc vous allez passer à une autre phase de votre vie, mais on essaye de vous avoir donné ce passeport qui est le diplôme pour pouvoir circuler librement et facilement dans un monde de plus en plus compliqué, qu'il est de plus en plus important de pouvoir rendre lisible. Pour les différents membres de l'équipe de l'IRIS, et plus particulièrement les chercheurs qui nous baladons pas mal en France, à l'étranger, c'est toujours un plaisir de tomber sur des anciens diplômés, sur des diplômés, et donc des anciens étudiants plutôt, qui se rappellent du temps passé à l'IRIS et qui gardent un bon souvenir. Et ces diplômés, qui sont répartis un peu partout
aux 4 coins de l'Hexagone, comme il est coutume de dire de façon assez inexacte, mais aux 5 coins du monde, ont toujours gardé une bonne relation et sont en fait nos meilleurs ambassadeurs. Il faut aujourd'hui que vous allez devenir professionnel et plus étudiant, je vous conseille de garder un lien fort entre vous. Vous avez un esprit de promotion, on sait très bien pour vous observer qu'il y a une très bonne entente dans les différentes promotions. Gardez ce lien, vous allez être dispersé de par vos activités professionnelles dans plusieurs endroits, mais les moyens techniques donnent les facilités pour rester en contact, donc profitez-en et regardez un peu les parcours des uns et des autres, aidez-vous, continuez à être solidaires au-delà de l'année ou les 2 années que vous avez passées chez nous, continuez à prendre des nouvelles, à vous informer, à échanger aussi sur l'actualité, sur vos parcours, sur les événements. Le pari que nous avions fait il y a maintenant assez longtemps, que la géopolitique était l'affaire de tous, et pas uniquement une affaire de spécialistes plutôt centrés dans le 7e arrondissement de Paris. Ce pari donc que nous avons pris est de plus en plus réussi, tenu, parce que effectivement, même si c'est plus souvent pour des raisons dramatiques que pour des raisons positives, mais néanmoins, on voit très bien qu'il n'est plus possible d'ignorer la géopolitique et que vous en fassiez votre axe principal ou un complément de votre activité, on ne peut plus aujourd'hui exercer des responsabilités professionnelles à un bon niveau, un niveau élevé de responsable, sans avoir une lecture géopolitique des événements. Et les demandes de diplômes, de conférences, de lecture le montrent chaque jour. Et donc, en fait, vous avez fait le bon choix de choisir cette voie et vous avez fait le bon choix de le faire à l'IRIS. Je remercie Pierre Rasky, un vieux complice, d'avoir accepté d'être le parrain. Quelles sont les raisons de ce choix? Il y en a plusieurs, bien sûr. On pourrait dire que c'est quand même le géopolitologue le plus écouté de France, puisque tous les matins, c'est plusieurs millions de personnes qui se branchent sur France Inter ou qui, s'ils ne sont pas libres, vont sur le podcast qui est disponible et qui permet effectivement, si on n'est pas au courant ou si on est sur autre chose, de pouvoir l'écouter et d'avoir effectivement, moi c'est plutôt mon jogging que je t'écoute, mais enfin on peut le faire à tout moment. Mais ce n'est pas uniquement une question d'audience, sinon on aurait demandé à Cyril Hanouna de venir avec le parrain de cette soirée, ce qu'on n'a pas fait. Il y a aussi une question de pertinence. Et en fait, je m'interrogeais en préparant cela en se disant, on pose souvent la question, quelle est la différence entre un journaliste et un universitaire? En fait, je trouve qu'il n'y en a pas réellement, parce qu'il y a des bons et des mauvais, c'est comme les chasseurs, comme tu dirais, Marc, il y a les bons et les mauvais dans les deux cas, et en fait, un journaliste universitaire doit remettre les événements dans un contexte global. Les bons journalistes font aussi des conférences, font aussi des livres, et ce qui compte vraiment, c'est effectivement de ne pas s'arrêter à la pointe de l'événement ou quelque chose de trop précis, mais toujours resituer à la fois dans un cadre historique, dans un cadre géographique, dans un cadre géopolitique, un événement, de pouvoir le décoder et de ne pas se contenter de l'événement en tant que tel, sinon on n'y comprend plus rien. Et en fait, ton parcours personnel, tes différentes affectations, ton histoire personnelle t'empêche d'avoir une vision occidentale-centrée, ou un peu unique. Tu es né à Tunis, tu as été en poste dans des endroits qui, d'un point de vue géopolitique, comptent beaucoup, l'Afrique du Sud, Jérusalem, la Chine, et donc tu as vraiment cette vision 360 degrés, tu n'es pas centré sur une région qui t'empêcherait de voir le reste. Et en fait, quand tu parles de l'Afrique du Sud, tu peux avoir aussi une vision de ce qui se passe au Proche-Orient et inversement, et c'est ça qui, effectivement, te permet d'avoir ce regard avec une acuité tout à fait particulière sur les événements et de nous permettre de mieux comprendre chaque jour comment le monde s'organise. Dans un monde globalisé, ne pas avoir la vision uniquement centrée sur soi-même et sur une région, c'est un avantage, même si, malheureusement, on le constate un peu, c'est rare. Les autres ne pensent pas comme nous, pour reprendre le titre dont je suis fortement jaloux du livre de Maurice Gordemontagne. Et en fait, le fait de reconnaître que les autres ne pensent pas comme nous ne veut pas dire qu'il faut se conformer à la pensée des autres, mais en tous les cas en tenir compte dans la réflexion pour pouvoir analyser. Et tu as toujours cherché, Pierre, à décomplexifier les choses sans tomber dans la simplification. Donc de rendre simple des choses compliquées pour les rendre accessibles. Tu peux être écouté aussi bien par le président de la République, même quand tu n'es pas d'accord avec lui dans un avion, mais aussi par l'élève de première qui a choisi la spécialité AGSP
Et donc c'est ça qui fait aussi ta force, de parler aux deux, de pouvoir faire des choses compliquées, des choses assez simples et de le faire. Mais si tes compétences, cette vision globale sont aussi un avantage, c'est pas seulement de l'audience, c'est un deuxième avantage, il y en a un troisième, qui là aussi devient aussi un peu plus rare, on est un peu dans les poupées russes, c'est ton intégrité et ton courage. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose, tu ne réfléchis pas si ça va plaire ou pas, tu réfléchis, est-ce que c'est pertinent ou non. Et malheureusement, on sait, toi et moi, que c'est pas le cas général, et que le fait de dire les choses telles qu'elles sont, et pas uniquement en fonction de plaire à tel ou tel qui va renvoyer l'ascenseur, bon, il faut des fois, parfois déplaire, si on veut être pertinent, et tu as le courage de le faire. Et donc, trop de conformité peut conduire au conformisme, et le conformisme ne perd pas de comprendre les choses, et encore moins de les expliquer. Tu évites l'entre-soi, tu ne cherches pas le renvoi d'ascenseur, et donc si tu parles aussi bien aux lycéens qu'au président de la République, tu vas plutôt choisir d'être utile aux lycéens plutôt que de satisfaire l'ego des influents, et c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Les questions géopolitiques deviennent de plus en plus clivantes, tu gardes un cap clair, essayez de faire comprendre le monde, et c'est pour cela que je te remercie, et que je félicite les étudiants de vous avoir choisi comme parrain. C'est très difficile de prendre la parole après une telle présentation par Pascal. Merci de tes mots. J'espère que je suis à la hauteur de cet éloge que tu fais de moi, parce que c'est toujours très difficile de satisfaire une attente aussi importante. Je dois avouer que je suis très ému d'être devant vous, pour une raison, un mot que tu as dit tout à l'heure, qui est cette idée de la géopolitique pour tous. Que je pense, enfin, c'est ce que je fais moi dans ma branche journalistique personnelle, et je pense que c'est absolument capital dans le monde dans lequel nous vivons, que tout le monde ait accès aux clés de la géopolitique, parce que nous sommes dans un monde très complexe. Mais comme vous allez sans doute entrer dans quelques jours, quelques semaines dans ce qu'on appelle la vie active, je ne sais pas pourquoi cette formule est un peu étrange, parce qu'elle n'était pas très inactive avant, mais c'est la vie professionnelle, on va dire ça comme ça. Je me suis souvenu de ce que je ressentais moi quand j'ai quitté mon école de journalisme. C'était il y a plus de 50 ans aujourd'hui. J'ai un demi-siècle de parcours professionnel. J'ai quitté le centre de formation des journalistes, une école parisienne, en juin 1974. Et à l'époque, je n'avais strictement aucun moyen de pouvoir imaginer le monde dans lequel, que ce soit dans la technologie ou dans la géopolitique, je continue à vivre et à travailler 50 ans plus tard. C'est-à-dire que nous étions, dans les années 70, en plein cœur de la guerre froide, qui continuait à régir les relations internationales. La technologie, s'agissant du journalisme, mais de beaucoup d'autres choses, était totalement rudimentaire. J'ai fait mon premier stage à l'agence France Presse, et lorsque je suis rentré dans la grande salle de rédaction que vous pouvez voir sur la place de la Bourse, au 3e étage, vous voyez une immense salle où il y a tous les desks régionaux, etc. Il y avait des tubes au plafond, dans tous les sens. Et donc, on tapait les dépêches à la machine avec 6 carbones, donc on faisait 6 copies de ce qu'on écrivait. On le donnait à un chef de desk qui validait ce qu'on avait écrit et qui mettait ça enroulé comme ça dans des tubes qu'il mettait dans ce circuit en plastique. Et ça allait à la rédaction en chef, au desk anglais, au desk aux archives, etc. Ça s'appelait, c'était le pneumatique. Et donc chaque fois qu'un pneumatique partait, ça faisait poup. Et donc toute la journée, on entendait poup, 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 poup dans toute la salle. C'était, quand on rentrait dans cette salle, on se disait, mais c'est le comble de la modernité, c'est incroyable à quel point on est moderne dans cette entreprise, etc. Évidemment, ça fait rire aujourd'hui parce que c'est au contraire l'archaïsme le plus complet par rapport à ce qui a suivi. Mais tout ça pour dire que
Dans votre vie professionnelle, je pense que vous n'avez, encore moins que moi en 1974, les moyens de savoir où vous serez, dans quel monde vous serez dans, allez, on ne va pas dire 50 ans, dans 20 ans. Aujourd'hui, il y a une accélération à tout point de vue, technologique avec l'IA par exemple, qui est en train de, on n'est qu'au début de cette route et qui est en train de transformer énormément de choses dans la société. On espère en mieux, mais c'est pas garanti. Et donc, les moyens techniques qui seront à votre disposition, quel que soit le métier que vous ferez en sortant d'ici, vont changer. Et dans 20 ans, vous ne reconnaîtrez pas l'environnement technique dans lequel vous pourrez être appelé à opérer. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le journalisme, on le voit bien, j'ai grandi à une époque où c'était le papier qui dominait. On connaissait tous les codes du papier parce qu'on les tenait de nos parents, qui eux-mêmes les tenaient de leurs parents. Pendant 100 ans, l'univers de la presse a évolué techniquement, mais il n'a pas globalement changé. Et puis tout d'un coup, Internet est arrivé et on a eu une bascule absolument colossale. Et tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, on avait une révolution technologique qui changeait la façon de faire. Moi j'ai travaillé l'essentiel de ma carrière à Libération, j'ai fait 26 ans à Libération, et en 2007, avec quelques camarades, j'ai lancé un site qui s'appelait Rue 89. Et on a lancé notre site au mois de mai 2007. Et on pensait qu'on avait le plus beau site au monde. On avait fait du benchmarking, comme on dit, sur tout ce qui existait dans le monde. Et on s'était dit, mais on est les rois du pétrole dans l'information en ligne. Un mois plus tard, en juin 2007, sort le premier iPhone. C'est-à-dire que notre site, qui était absolument magnifique au mois de mai, il était déjà en voie de ringardisation un mois plus tard. Un mois, c'est pas beaucoup. Et en fait, tout a été comme ça, c'est-à-dire que là où on pensait que, comme on fait souvent dans la presse, on fait une nouvelle formule d'un magazine, d'un journal, on change un peu la taille des photos, on change la couleur, on change la typo, etc. Et on est tranquille pour 5 ans, on a rafraîchi la formule, et 5 ans plus tard, on redonne un coup de brosse. Et on pensait que c'était comme ça sur Internet aussi. On n'avait pas compris que c'était une révolution permanente, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps soumis à la transformation du modèle sur lequel vous êtes assis, ce qui est un peu compliqué à vivre. Ce qui signifie une chose, c'est que certes, vous devez être capable de vous adapter, de prendre ce qui est bon dans les changements et de rejeter ce qui est superficiel ou gadget, parce qu'il y en a beaucoup. Mais ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est ce que vous avez à dire, c'est ce que vous avez, ce dont vous êtes porteur dans quel que soit le métier que vous ferez en sortant d'ici. Et ça, c'est des choses qui vous tiendront toute la vie, qui vous accompagneront toute la vie, quel que soit le changement d'environnement dans lequel vous serez. Et c'est très difficile de garder cet équilibre entre être ouvert au changement, parce que le changement c'est la vie, et c'est souvent absurde et contre-productif de le refuser par principe. Et moi j'ai vu dans mon métier trop de gens dire Internet c'est pas pour moi, je veux pas savoir, et qui se sont braqués et qui se sont eux-mêmes marginalisés dans la société parce qu'ils n'ont pas voulu franchir ce pas. Donc il faut être à la fois tout à fait ouvert au changement, et en même temps il faut être ferme sur ses principes, sur ses valeurs, avoir une colonne vertébrale pour affronter ce monde en changement. Et c'est pareil en géopolitique. Le monde de 74 n'a strictement, mais rien, alors absolument rien à voir avec le monde d'aujourd'hui, et aucun élément entre nos mains en 74 ne nous permettait d'imaginer le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez sidérant.
de se dire ça, que dans une vie d'être humain normal, vous traversez des phases qui sont totalement imprévisibles. On n'avait pas prévu la chute du mur, le monde qui a suivi après la chute du mur, et on n'avait pas plus prévu les événements que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et qui sont d'une ampleur historique absolue. Et je m'en suis rendu compte, là je viens de terminer un documentaire avec deux historiens avec lesquels j'ai travaillé pendant un an, Pascal Blanchard et Farid Abdelwahab. Et documentaire qui passe mardi sur Arte, une page de pub gratuite, et qui s'appelle L'Amérique en guerre. Et on est parti d'une intuition qui était que, après ces guerres sans fin, comme ils les ont appelées, la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, l'Amérique était fatiguée de ce rôle de gendarme du monde. On a vu avec Obama qui a refusé d'intervenir en Syrie, et il y avait un doute qui s'était emparé de l'establishment américain sans qu'on soit très clair sur ce que ça signifiait sur le plan de l'évolution des États-Unis. Et donc on a voulu revisiter 250 ans d'histoire américaine, qui est une histoire guerrière. L'Amérique a été en guerre toute son histoire, littéralement. Il y a un historien dans le film qui dit nous pensons que nous sommes une nation pacifique, et en fait nous avons été en guerre tout le temps. Et la guerre est au cœur de l'identité américaine. Et donc en faisant ce voyage, on est arrivé à une conclusion qui était que le moment central dans ce qu'on peut appeler l'hégémonie américaine, c'est évidemment la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis sont le seul pays qui sort de la Seconde Guerre mondiale plus fort qu'il n'y est entré. Tous les autres ont subi la guerre chez eux, ont subi des saignées humaines, économiques, des destructions, etc. Les Américains ont certes perdu beaucoup de soldats, mais il n'y a pas eu la guerre sur leur sol. Leur machine économique a tourné à plein régime, et ils sortent de la guerre plus puissants qu'ils ne l'étaient en y entrant. Et ils sortent avec une détermination qui est de ne pas recommencer ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale, lorsque Wilson, le président Wilson, est venu pendant 6 mois à Paris pour négocier le traité de Versailles, et il a fait un plan en 14 points qui était... il avait imaginé le rôle à la fois d'une organisation du monde, ça a donné la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies, et aussi le rôle de l'Amérique dans ce dispositif. Et à l'arrivée, il s'est fait désavouer par son congrès et il n'a pas pu mettre en œuvre ce programme, à tel point que les États-Unis n'ont pas adhéré à la Société des Nations, à la SDN. Et ils se sont retirés de la scène internationale jusqu'à 1941, l'attaque de Pearl Harbor et leur entrée dans la Seconde Guerre mondiale. En 1945, ils décident qu'on ne les y reprendra pas et que pour éviter le chaos du monde qui s'est produit en leur absence dans les années 30, ils vont en devenir les maîtres du monde. Et donc ils façonnent un ordre international à leur image, à leur volonté. Les Nations Unies s'installent à New York, le FMI et la Banque mondiale à Washington, le système multilatéral, le système des alliances se met en place et il tient pendant plusieurs décennies. Et c'est ce monde qui prend fin aujourd'hui. Et on ne l'a pas vu venir. On a effectivement compris que Trump était un homme de disruption, comme on dit dans le secteur de la technologie, mais on n'avait pas compris à quel point il avait décidé de mettre fin à cet ordre international. Et on a rajouté in extremis dans le documentaire, et c'est peut-être la clé de compréhension du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. On a rajouté dans le documentaire
la déposition de Marco Rubio, donc, qui est aujourd'hui secrétaire d'État américain, devant le Sénat américain. Au moment de sa confirmation, vous savez, les ministres doivent être confirmés par le Sénat. Et il fait une déclaration liminaire dans laquelle il dit « L'ordre de 1945, non seulement est devenu obsolète, mais il est utilisé aujourd'hui comme une arme contre nous. Et donc, nous devons créer un nouvel ordre international. » Et cette phrase, je pense qu'il faut la garder à l'esprit en permanence pour comprendre ce qui, dans un chaos général, dans ce spontanéisme trumpien, parfois ridicule, parfois outrancier, parfois incompréhensible, mais il faut garder à l'esprit cette phrase, c'est que Donald Trump a rejoint Vladimir Poutine et Xi Jinping pour renverser la table de l'ordre international. On avait jusqu'à présent deux pays qu'on appelle révisionnistes, c'est-à-dire qui veulent réviser l'ordre international, qui veulent renverser l'ordre international, qu'ils jugeaient trop occidentalo-centré, trop occidental, trop façonné par les États-Unis. Et bien aujourd'hui, les États-Unis eux-mêmes ont rejoint ces deux hommes, non pas dans une alliance, il y a une convergence qui peut être opportune sur certains sujets et qui ne le sera pas sur d'autres, en particulier avec Xi Jinping qui est l'objectif numéro 1 des Américains. Mais il y a cette volonté de mettre à bas ce qui a été l'ordre des 40, 50, 70 dernières années, c'est-à-dire un ordre fondé avec toutes ces impasses et toutes ces entorses et toutes ces aveuglements, mais qui a été fondé malgré tout sur les principes de droit, de multilatéralisme, de respect d'un certain nombre de règles. Tout ça est tombé en ruine progressivement et est aujourd'hui mis à bas par ceux dont on pensait qu'ils étaient les principaux bénéficiaires, qui étaient les États-Unis. Et donc, quand on a un événement de cette ampleur devant nous, on est complètement sidéré, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Europe, et on est en quête d'explications et de clés. Et c'est un peu ce que nous faisons tous, que ce soit les chercheurs de l'IRIS, Pascal, par exemple, mais c'est ce que je fais moi à la radio, dans une sorte de pédagogie de la géopolitique, parce que je pense que c'est absolument indispensable que, effectivement, le lycéen de première et aujourd'hui les clés. Je pense que d'ailleurs cette spécialité géopolitique au lycée a été une innovation absolument formidable qui a suscité beaucoup de vocations et qui a permis de diffuser une pédagogie de la compréhension du monde chez les lycéens. C'est intéressant que Pascal tout à l'heure ait fait le parallèle entre ce que je peux dire au président de la République dans son avion et ce que je dis à la radio aux lycéens. Et peut-être que c'est plus facile de parler aux lycéens qu'au président de la République. Mais parfois, on a des scènes assez drôles avec le président. J'étais dans un avion avec lui il y a 2 ans, à Munich, à la conférence de sécurité de Munich, donc, qui vient de se tenir et qui a marqué l'histoire avec le discours de J.D. Vance, mais c'était il y a 2 ans, et on devait faire une interview dans l'avion du retour. Donc il passe sa journée en entretien, fait un discours, etc. Et à 23 h, on se retrouve dans l'avion avec 2 autres journalistes, et on commence l'interview. Et à un moment, il nous dit « Je me rends dans 1 mois à Pékin, et je vais demander au président Xi Jinping de faire pression sur le président Poutine sur l'Ukraine. » Et il se trouve que moi j'ai vécu 5 ans en Chine, que c'est un de mes sujets de prédilection sur lesquels je travaille beaucoup. Et donc je fais la moue, je fais ouais. Et il me dit pourquoi vous faites cette tête, vous n'y croyez pas? Alors je dis non. Et il me dit arrêtons l'interview 3 minutes, expliquez-nous pourquoi vous n'y croyez pas. Donc je lui explique pourquoi je n'y crois pas. Et là il se tourne vers son conseiller diplomatique, Emmanuel Bonne, en riant, et il me dit tu vois, il dit la même chose que toi. Ce qui est toujours drôle parce que
ça signifie deux choses. La première, c'est quand même que son conseiller peut arriver à son conseiller de lui dire des choses qu'il n'a pas envie d'entendre, ce que je pense personne n'ose faire avec Donald Trump aujourd'hui. Et d'autre part, qu'il n'en fait qu'à sa tête, parce que son conseiller a beau lui dire quelque chose, il ne l'écoute pas. Qu'il ne m'écoute pas moi, c'est une chose, mais son conseiller diplomatique, c'est plus gênant. Et donc un mois plus tard, il est allé à Pékin et il n'a rien obtenu, évidemment. Voilà. Et ça, c'est... En fait, quand j'ai commencé cette chronique, il y a 8 ans maintenant, Catherine Ney, qui était la directrice de l'information de France Inter, m'a dit, elle m'a donné 2 injonctions contradictoires. Elle m'a dit, c'est un édito, donc tu dois avoir un point de vue. Mais c'est le service public, donc tu parles à tout le monde. Alors je lui dis, mais si j'ai un point de vue, je ne parle pas à tout le monde, puisque j'exclus une partie des gens, puisqu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Elle dit, tu te débrouilles et tu trouves le moyen de respecter les 2 consignes, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne au service public. Et d'ailleurs, en passant, je dois vous avouer que la notion de service public, quand on travaille à Radio France, est beaucoup plus forte que ce que j'imaginais. Pour moi, quand j'ai rejoint France Inter, je pensais que je rejoignais une autre rédaction. Voilà, je travaillais à Libération, à l'Obs, et donc j'allais à France Inter. Et en fait, cette notion de service public, les journalistes de la maison l'ont intégrée et la vivent de manière intense. Et donc je me suis dit, comment je peux faire pour intégrer ces deux exigences totalement contradictoires. Et en fait, je pense que j'ai développé une technique de pédagogie, d'explication des sujets que je traite, qui sont souvent des sujets extrêmement complexes. Alors c'est vrai que depuis 3 ans, c'est soit Ukraine, soit Gaza, maintenant c'est un peu Trump, etc. On est très monomaniaque, mais parfois j'essaye d'introduire des sujets qui ne sont pas dans l'agenda médiatique et de parler de la guerre au Soudan ou de ce qui se passe en Birmanie ou aux Philippines. Et en fait, je fais l'inverse de ce que je faisais quand j'écrivais un éditorial à Libération. À Libération, vous écrivez un édito, vous commencez en disant « Voilà ce que je pense de la culture des cacahuètes en Argentine ». Et vous déroulez ensuite les arguments qui étayent votre thèse que vous avez donnée au début. Là, je fais exactement l'inverse, c'est-à-dire que je termine par un point de vue, mais je donne d'abord toutes les clés, tout l'itinéraire par lequel je suis passé pour arriver à cette conclusion. Et je donne à ceux qui ne seraient pas d'accord avec ma conclusion les moyens d'en tirer une autre, s'ils le souhaitent. C'est-à-dire qu'ils auront les éléments du raisonnement qui permettent d'arriver à cette conclusion. Et je pense que ça correspond d'abord beaucoup à notre époque, parce qu'on en a marre d'avoir des positions qui nous sont imposées d'en haut, et donc le fait de ne pas procéder comme dans les années 80-90, je pense, est salutaire. Et deuxièmement, l'important, c'est que tout le monde ait accès aux clés pour comprendre le monde dans lequel on est. Je pense que c'est absolument capital pour avoir la distance nécessaire par rapport à la parole politique nationale ou internationale, pour d'abord aussi résister au caractère très anxiogène de l'actualité depuis quelques années. C'est évidemment, je pense que vous êtes tous ici confrontés à ça aussi dans vos entourages, y compris auprès des plus jeunes. Le fait que le mot même de guerre soit devenu un élément du vocabulaire courant est extrêmement anxiogène sur un continent qui a été fondé sur la paix et dans lequel la guerre était chez les autres, elle n'était pas chez nous. Et là aujourd'hui, tout d'un coup, vous êtes obligé de vous y confronter. Donc le fait d'avoir les clés, d'avoir des éléments de compréhension, je pense c'est absolument fondamental. Et c'est aussi, je dois dire, un moteur personnel, parce que
je continue à faire ce métier avec passion, parce que je pense que la possibilité que j'ai aujourd'hui sur une radio de très grande écoute, à l'heure de la plus grande écoute, puisque le quart d'heure où il y a ma chronique, c'est le quart d'heure le plus écouté de la matinale. Et c'est extraordinaire que cette radio continue à mettre un éditorial de politique internationale à l'heure de la plus grande écoute. Alors aujourd'hui, ça se justifie pleinement. Ça pouvait être plus contestable il y a 5 ans, 6 ans, quand ces sujets étaient moins centraux dans l'actualité. Et voilà, donc je pense que moi, mon message principal pour vous qui allez recevoir votre diplôme et allez vous lancer dans des carrières très diverses, c'est vraiment d'avoir une colonne vertébrale, de savoir quelles sont vos valeurs, quels sont les principes sur lesquels vous allez fonder votre action. Et après, être ouvert à tout ce que la vie va vous réserver comme surprise, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans la vie nationale ou internationale. Mais je pense que pour éviter d'être ballotté dans le flot de l'actualité qui peut être terrible et anxiogène et parfois sembler incohérent, il faut savoir ce en quoi on croit. Et ça, c'est, je pense, extrêmement important, qu'on soit journaliste ou autre, peu importe le métier qu'on fait. Merci beaucoup et bonne chance à tous. J'ai pas de chance, hein, je passe après Pierre Aski. D'ailleurs, justement, merci Pierre, parce que vous avez vu, il a fait la promotion du service public. Et à l'IPAC de Brest, justement, dans le cadre du partenariat qu'on a avec l'IRIS, eh bien, nous, on essaie d'assurer la promotion, alors pas de l'État en général, mais de l'État de droit. Et parce qu'on pense que les étudiants de l'IRIS, pour certains vont travailler dans la fonction publique, peut-être en passant des concours, d'autres seront peut-être des contractuels, et dans tous les cas, eh bien, vous aurez un jour ou l'autre rendez-vous avec l'État ou les collectivités territoriales, peut-être parce que l'État sera votre bailleur, et il n'est pas inintéressant de comprendre comment fonctionne le service public, et qu'est-ce qu'il y a dans la tête, justement, d'un fonctionnaire, hein, sa déontologie, etc. Ça me fait penser à quelqu'un, Anicet Le Pors, qui, alors pour les plus jeunes, Anicet Le Pors, c'est le créateur du statut de la fonction publique moderne, des années 80. Et nous, on le connaît bien à Brest parce qu'il vient enseigner à Brest, il est né pas très loin de Brest. Et lui, son discours, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, est-ce qu'un fonctionnaire doit fermer sa gueule ou est-ce qu'un fonctionnaire, c'est un citoyen? Et c'est assez intéressant tout ce qui a été dit tout à l'heure par Pierre. Eh bien, c'est justement le principe d'égalité qui l'emporte. Hein. Vous savez que, quelles que soient les entreprises, les ONG, il y a des principes. Eh bien, il y a des principes forts dans le service public, et c'est le principe d'égalité. Et il y a quelque chose de très important, c'est la déontologie du fonctionnaire. Et notamment, peut-être le devoir de réserve qui fait que par moment, on est un peu contraint, mais c'est au service de la population, et toujours avec ce principe qui nous tient vraiment à cœur, c'est le principe d'égalité. Je ne vais pas faire très long, hein, je ne suis pas venu pour faire la promotion du service public, mais vous sentez que c'est quand même quelque chose qui est important pour nous. L'IPAG, c'est un institut de préparation à l'administration générale, c'est l'Université de Bretagne occidentale. Et on a un partenariat avec l'IRIS maintenant depuis plus de 10 ans, hein, qui a une importance capitale pour les deux institutions, et ça marche bien, on voit ce qu'on peut apporter aux étudiants en commun. Et aujourd'hui, je voulais tout simplement féliciter les étudiants de l'IRIS, parce que je suis aussi chercheur à l'IRIS, chercheur associé. Et puis en tant que directeur adjoint de l'IPAG, je voulais remercier tous les étudiants qui ont choisi de faire le double diplôme. Il y a beaucoup de boulot à l'IRIS, nous on en rajoute, et quand même c'est chapeau. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous, je suis Maud Delaunay et je suis ravie de vous présenter Sur le toit du monde, qui est le média étudiant d'IRIS Sup que j'ai repris cette année aux côtés de Charlotte Johnson.
Créé à l'automne 2020 par Céline Benalima, Sur le toit du monde a d'abord pris la forme d'un podcast dédié aux relations internationales, avec des interviews de chercheurs de l'IRIS dans leur sujet d'expertise. Il a été relancé pendant l'année 2023-2024 par Bérénice Baltès, anciennement membre du BDE. Il s'est affirmé comme un média dynamique sur LinkedIn et sur Instagram, où nous publions chaque semaine 2 articles rédigés par les étudiants de toutes les promotions, en présentiel comme en distanciel. Et depuis septembre 2024, plus d'une vingtaine d'articles ont déjà été publiés. Donc, nos publications elles sont centrées sur la géopolitique, qui, par sa pluridisciplinarité, permet à chacun d'explorer des thématiques qui l'intéressent. C'est aussi une opportunité pour certains étudiants d'approfondir leur sujet de mémoire et de le rendre accessible à un plus large public. Donc, Sur le toit du monde ne se limite pas aux articles, nous partageons également des recommandations de lecture, de films, de podcasts, etc. Sur Instagram notamment, pour rendre la géopolitique plus attrayante et accessible. Donc l'un des principes du média, c'est sa flexibilité. Chacun est libre de contribuer à son rythme, sans engagement, en proposant ses analyses ou ses recommandations quand il le souhaite et le peut. Cette année, nous avons également lancé une nouveauté, des interviews mensuelles de Pascal Boniface, que j'anime depuis janvier avec un étudiant différent à chaque fois. Donc l'objectif, c'est de décrypter l'actualité internationale du mois durant 15-30 minutes. Donc, ces vidéos sont disponibles sur la chaîne Comprendre le monde de Pascal Boniface. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de la communication de l'IRIS, que je remercie, ainsi que bien évidemment Pascal Boniface. Grâce à cette collaboration, Sur le toit du monde atteint une audience encore plus large et met en lumière le travail des étudiants. Merci à tous et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Bonsoir à toutes et tous. Monsieur Aski, cher Pascal, chère Sonia, chers alumni, au nom de mon bureau, je tenais à commencer en vous félicitant chaleureusement et chacun d'entre vous pour ce beau diplôme que vous tenez désormais entre vos mains. C'est toujours un réel plaisir pour nous d'être le témoin quelque part de cette étape importante qui va marquer le début de votre carrière professionnelle et puis aussi plus largement de retrouver certains visages, d'en découvrir d'autres et d'être aussi fier quelque part de revoir les étudiants que j'ai moi-même pu accompagner dans le cadre de leur alternance ou même accueillir au sein de mon entreprise. Parce que c'est aussi ça, finalement, l'objectif des alumni, c'est d'accompagner dans un premier temps nos étudiants et de leur offrir la possibilité et leur donner l'envie quelque part aussi de rejoindre ce formidable réseau professionnel dans un second temps. Personnellement, j'ai à cœur de vous dire aujourd'hui que nous aurons vraiment le plaisir intense de pouvoir, on l'espère, vous avoir parmi nous ce soir et dans les prochaines années. Parce qu'au sein d'IRISUP, finalement, nous avons la chance de pouvoir compter une réelle diversité de parcours et de carrières, et ce réseau, c'est aujourd'hui notre force. Et c'est parce que nous y croyons que notre bureau a eu à cœur de renforcer, dans un premier temps, le dynamisme de ce beau réseau et de structurer une offre qui serait capable de répondre à vos attentes. Mais pour faire vivre ce réseau, encore une fois, et renforcer les synergies entre chacun et chacune de nos membres, nous avons besoin, encore une fois, de vous, parce que la force de ce réseau, justement, passe en premier lieu par le nombre d'alumni investis que nous aurons en notre sein. Je ne peux donc qu'espérer, à présent, que vous nous accorderez votre confiance et pouvoir vous compter prochainement parmi nous. Encore une fois, toutes mes félicitations, et dans quelques instants, pour commencer à le célébrer ensemble. Merci beaucoup.